Ça va, comme vous voulez. Donc, bonjour à tous, je suis Louise Trocmé. Et moi, Julia Devanne. Donc, pour la présentation, donc pour vous présenter rapidement comment va se dérouler la présentation, on va présenter chacune notre parcours. Ensuite, on présentera le laboratoire dans lequel on effectue toutes les deux notre thèse et on présentera aussi rapidement l'équipe. Et enfin, on finira avec nos projets de thèse respectifs en faisant une petite introduction, donc une partie un peu théorique et les techniques qui sont utilisées au sein du labo. Alors, pour mon parcours, donc après un bac économique et social, donc je le précise parce que c'est pas parce qu'on fait pas un bac scientifique qu'on peut pas finir en thèse de neurosciences. J'ai fait ensuite, donc après ce bac-là, une licence en psychologie. Et à l'issue de ma licence, j'ai postulé au master de neuropsychologie parce que ce qui m'intéressait, c'était le fonctionnement cérébral. Donc, j'ai fait des stages cliniques avec des neuropsychologues et j'ai mentionné sur la diapositive lieu travail encadré de recherche, donc qui est une lieu qu'on doit faire à la fin de la licence. Et c'est un peu une lieu qui introduit au travail de recherche comment se déroule une expérience, analyser les résultats, rédiger un article, etc. Et ça m'a vraiment intéressée. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a conduit à faire un stage recherche au premier semestre de mon master. Mais à ce moment-là, j'avais aucune idée que c'était possible de faire une thèse après un master de neuropsy. Donc, j'ai fait des stages cliniques et c'est vraiment au cours de mon stage recherche à l'INSERM que j'ai découvert qu'il était possible de faire une thèse après un master de neuropsy. Et c'est pour ça, en fait, que pour mon Master 2, je l'ai consacré uniquement à un stage recherche que j'ai effectué au LNCA. Et c'est d'ailleurs là où je fais ma thèse aujourd'hui, que j'ai commencé en octobre 2020. Moi, au contraire, j'ai tout de suite été mise dans le milieu de la recherche, on va dire. J'ai fait donc un parcours plutôt classique, un baccalauréat scientifique. Ensuite, j'ai tenté pendant 2 ans de faire médecine et je l'ai heureusement raté. J'aurais été très très malheureuse, donc je l'ai raté, mais bien raté parce que j'ai validé, donc j'ai pu être reçue collée et aller directement en licence de bio. Et c'est pendant donc cette licence surtout que j'étais sensibilisée à la recherche parce que c'est un peu, tu fais de la recherche ou tu fais rien. Pendant ma licence de bio, j'ai fait un stage en laboratoire qui m'a pas de ouf plu, mais bon, voilà, c'est un peu, tu valides une année, tu vois un peu ce que tu vas faire après. Et en fait, je suis arrivée à la première année où c'était sélection après la licence pour rentrer en master et pas entre le master 1 et le master 2. Donc, j'ai eu un choix un peu dur à faire. C'était, je sais pas ce que je veux faire. Est-ce que je postule par dépit dans ma fac ou est-ce que je continue dans le fun un peu? Donc, j'ai continué dans le fun. J'ai pas eu de master après ma licence tout de suite. Mais j'ai eu la chance de faire un stage dans un laboratoire de recherche qui travaillait sur l'activité cérébrale des nouveau-nés prématurés. Et c'était la révélation, on va dire, c'était je voulais faire ça. Donc j'ai repris mon courage à 2 mains, j'ai repostulé en master et je suis arrivée dans un master de neurosciences moléculaires cellulaires et intégrées à Rouen, où là j'ai continué à faire des stages de recherche sur l'homme parce que je me suis très vite rendu compte que la souris, ça me plaisait pas du tout, désolée. Et donc, donc j'ai fait d'abord un stage sur des patients atteints de maladie de Parkinson et ensuite à Strasbourg pendant mon Master 2 au LNCA. Et c'est là que j'ai continué en thèse. Donc, que ce soit Louise et moi-même, on effectue notre thèse au sein de l'équipe 4 du laboratoire de neurosciences cognitives et adaptatives. Donc, cette équipe travaille sur la neurophysiologie et la neuropsychologie du vieillissement normal et pathologique. Mais en gros, il y a 2 thématiques principales, qui est le vieillissement et la douleur. Et nous, on travaille vraiment à l'interaction de ces 2 thématiques. Donc, notre équipe est composée de 2 professeurs, une maître de conférence et un ingénieur. Et on est situé sur le campus de Cronenbourg, et sans oublier nos collègues de primatologie qui travaillent essentiellement sur le comportement chez des primates. Donc, de 2 thématiques de recherche, c'est le vieillissement et la douleur. Pour commencer, je vais vous introduire un peu ce que c'est que la douleur. Donc, dans la douleur, un peu, il faut séparer en 2 concepts, la nociception et la douleur en elle-même. Et je vous ai donné 2 définitions.
Donc la nociception, c'est l'ensemble des mécanismes mis en jeu en réponse à une stimulation qui menace l'intégrité du corps. C'est l'activation des récepteurs quand on a un danger. Et le processus physiologique qui permet de coder et de transmettre l'information au cerveau via l'activation des nocicepteurs, donc des petits récepteurs à la douleur. La douleur, quant à elle, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Donc c'est une sensation qui est subjective et qui varie considérablement d'un individu à l'autre. En gros, pour simplifier, tant que c'est pas au cerveau, c'est pas de la douleur. Pour les besoins de la suite de notre présentation, je vais vous présenter rapidement l'anatomie de la douleur. Donc c'est très simplifié. Quand vous mettez votre main sur une flamme, vous faites pas ça, la flamme va activer des petits nocicepteurs dans la peau, donc c'est au niveau de la brûlure, et les nocicepteurs vont envoyer un message via des fibres qui va remonter jusqu'à la moelle épinière. À la moelle épinière, le message va emprunter une autre voie qu'on appelle donc le tractus spinothalamique pour aller jusqu'au thalamus. Et ensuite, le thalamus va redistribuer l'information à des zones spécialisées du cortex qui vont traiter l'information et dire bon, bah là j'ai mal. Donc, ce que Louise vient de présenter, c'est ce qui se passe généralement quand on se brûle jusqu'à la sensation de douleur. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que dans le vieillissement, cette sensibilité à la douleur est différente que chez des personnes plus jeunes. Si on prend par exemple Lucie, la vingtaine en bonne santé, et Bernard, la soixantaine en bonne santé également, pour une stimulation qui est vraiment de courte durée, donc de 1 à 2 secondes maximum, Lucie aura plus mal que Bernard. Par contre, quand il s'agit d'une stimulation qui est de plus longue durée, donc on peut compter quelques minutes à plusieurs dizaines de minutes, et bien là, Lucie arrivera plus facilement à résister à cette douleur que Bernard. Donc, on ne sait pas aujourd'hui exactement qu'est-ce qui cause cette différence de sensibilité dans le vieillissement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des modifications sur toute la voie en fait, de transmission d'informations nociceptives, donc de la peau au cerveau. Il y a des modifications déjà au niveau de la peau, au niveau des récepteurs de la douleur, au niveau des fibres qui relaient l'information nociceptive. Il y a aussi des différences au niveau des différents relais. Et on a aussi des modifications au niveau de certaines structures cérébrales qui sont justement impliquées dans la naissance de la sensation douloureuse. Donc, c'est suite à ces différentes modifications que découlent nos projets de thèse. Donc, le mien, c'est principalement sur l'origine des sensations douloureuses, donc sur les fibres de la douleur. Donc, on sait que chez les personnes âgées, il y aura des modifications de cette sensation, de ces fibres. Et donc, je vais vous expliquer un peu plus ce que sont ces fibres. Donc, on a 2 types de fibres qui vont relayer la douleur chez tout le monde. On a d'abord la douleur un peu piqûre qui est relayée par les fibres A delta. Donc, c'est quand vous brûlez, vous avez mal, vous avez d'abord une sensation un peu de picotement. C'est ces fibres-là qui donnent cette sensation de picotement. Et ces fibres, elles relaient aussi essentiellement la sensation de froid non douloureuse. Et on a aussi, quand on se brûle, par exemple, d'abord des picotements et ensuite une sensation un peu sourde, un peu lourde qui arrive en deuxième temps. Et ça, c'est des fibres C qui vont relayer cette sensation. Et ces fibres C, elles relaient aussi essentiellement le chaud non douloureux. Je précise qu'on a le froid et le chaud parce qu'on peut aussi se faire mal avec des agents chimiques ou avec des agents mécaniques, par exemple une aiguille. Et en fait, les seules modalités, donc les seuls stimuli qui vont activer que les fibres A delta et les fibres C, donc les fibres nociceptives, ce sont les stimuli thermiques. Et donc mon projet de thèse, c'est de s'intéresser à pourquoi justement on a cette différence de sensibilité chez les personnes âgées et les personnes plus jeunes sur des stimuli très courts. Et donc, je m'intéresse aux altérations de ces voies et comment on peut diagnostiquer les altérations de ces voies dans le vieillissement chez l'homme. Donc, moi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans le vieillissement, si je reprends l'exemple de Bernard et Lucie, Bernard aura plus de difficultés à résister à une douleur prolongée. Et j'aimerais savoir pourquoi. Et donc, mon projet de thèse porte sur ça.
Donc, ce que je vous ai pas dit, c'est que tout au long de la transmission de l'information nociceptive, donc de la peau jusqu'au niveau du cerveau, il y a plusieurs mécanismes qui vont permettre soit d'augmenter la sensation douloureuse, soit de la diminuer. Et moi, je m'intéresse plus précisément à ces mécanismes qui permettent de diminuer la sensation douloureuse. Et l'idée, c'est que dans le vieillissement, ces mécanismes marcheraient moins bien et que c'est pour ça que Bernard résiste moins bien que Lucie à une douleur prolongée. Alors, il y a plusieurs mécanismes qui permettent de diminuer cette sensation douloureuse. Je ne vais pas tous les présenter parce que moi, je m'intéresse uniquement à ce qui se passe au niveau du cortex et plus précisément au sein d'une région qui est le cortex préfrontal. Alors, pourquoi le cortex préfrontal ? Premièrement, parce que, comme je viens de le dire, c'est impliqué dans cette capacité à diminuer la sensation douloureuse. Mais on sait aussi que c'est la structure clé dans les fonctions exécutives. Donc, les fonctions exécutives, c'est un peu les fonctions maîtresses de notre cerveau qui permettent d'avoir un comportement adapté. Donc, ça regroupe vraiment plein de fonctions, dont une fonction qu'on retrouve beaucoup dans la littérature, qui est l'inhibition. En gros, pour illustrer, vous êtes au restaurant avec un ami, vous avez une conversation. Pour rester focalisé sur cette conversation, il faut que vous inhibez toutes les conversations qui vous entourent. Donc ça, c'est la capacité d'inhibition et c'est permis grâce au cortex préfrontal. Et on sait que justement, avec l'âge, il y aura une diminution de son volume et une baisse de son efficacité. Donc, si je reprends l'exemple de Bernard, en plus qu'il résiste moins bien à une douleur prolongée, il aura aussi une plus grande difficulté à inhiber les conversations qui l'entourent au restaurant, par exemple. Et donc, mon projet de thèse, ça va être de voir ce lien-là entre un éventuel déficit des fonctions exécutives et une difficulté pour réduire la sensation douloureuse. Et l'idée, c'est que des personnes âgées qui, par exemple, des personnes âgées qui auront des fonctions exécutives qui seront préservées, donc qui vont réussir à correctement inhiber une conversation les conversations qui les entourent, sont aussi les personnes qui vont mieux résister à une douleur prolongée que ceux qui ont des fonctions exécutives altérées. Alors, pour nos différents projets de thèse, on a du coup besoin de stimuler les gens, leur provoquer des douleurs, donc on ne met jamais leur vie en danger. Et le premier outil qu'on utilise, c'est un stimulateur thermique de contact qui fait à la fois du chaud et du froid. L'avantage de ce stimulateur, c'est qu'il va très vite aux températures qui nous intéressent. Et donc, par exemple, pour passer de 30 à 45 degrés, qui est une température qui provoque de la douleur chez les gens, il faut environ 50 millisecondes. Ça, c'est très intéressant pour mon projet de thèse. Je vais vous présenter juste après pourquoi. Et on a aussi d'autres types d'outils pour stimuler plus longtemps les gens. Donc, on a des plaques de stimulation et des caissons de stimulation. Donc, la plaque, c'est ce que vous voyez à gauche. Les gens peuvent poser leurs mains dessus et c'est pareil, on peut régler la température de 0 degré à 45 degrés pendant longtemps et ça permet de faire des stimulations qui durent dans le temps. En ce qui concerne le caisson, en fait, il va souffler de l'air chaud et froid, donc pareil de 0 à 70 degrés. Et les gens mettent leurs mains dans le caisson et on peut faire durer le temps qui nous intéresse pour voir si les gens, par exemple, arrivent à résister à la douleur. On est aussi amené à faire des mesures psychophysiques. Donc, pour expliquer brièvement, c'est une mesure de la capacité à détecter un signal. Donc ça, on peut l'utiliser donc pour déterminer des seuils chauds. Donc c'est la plus petite intensité qui va provoquer une sensation de chaud. On peut le faire avec le froid et évidemment avec la douleur quand on travaille sur la douleur. Et on peut aussi faire des seuils de tolérance. Donc c'est l'intensité maximale qu'une personne est capable de supporter. Donc là, on a mis juste un seuil qu'on peut recueillir avec le stimulateur qu'a présenté Louise juste avant. Donc en l'occurrence, c'est un seuil de détection au chaud. Et on est aussi amené à utiliser des échelles un peu plus subjectives. Donc c'est des échelles d'évaluation de la douleur où on demande généralement de juger l'intensité d'une stimulation douloureuse, allant généralement d'aucune douleur à une douleur insupportable. Donc, ça peut être juste une échelle visuelle ou une échelle graduée qui va généralement de 0 à 10. Et comme je m'intéresse au fonctionnement exécutif, donc c'est de la cognition, j'utilise des tests neuropsychologiques, donc c'est des tests papier-crayon ou sur ordinateur qui permettent d'évaluer le fonctionnement cérébral, donc comme par exemple l'attention, la perception et l'orientation, ou encore la mémoire. Et
Moi, j'utilise principalement des tests qui évaluent les fonctions exécutives. Et le dernier outil qu'on utilise, c'est l'outil principal qu'on utilise au laboratoire, c'est l'électroencéphalogramme ou l'EEG. Ça permet d'enregistrer l'activité électrique du cerveau grâce à des électrodes qu'on pose sur le scalp. Donc les électrodes sont placées selon un système bien défini, ce qu'on peut voir là au milieu. Et en fait, ça nous permet d'obtenir un signal qui enregistre l'activité électrique de tout le cerveau. Donc ça peut être un petit peu parfois déroutant quand on n'avait jamais vu ça. Et en fait, moi, j'utilise principalement l'EEG pour la partie des potentiels évoqués. Donc les potentiels évoqués, c'est la modification de l'activité électrique du cerveau en réponse à une stimulation extérieure. Donc c'est typiquement, on fait une stimulation douloureuse et on regarde ce qui se passe dans le cerveau. On peut faire différents types de stimulation, donc visuelle, auditive, sensitive ou motrice. Ces potentiels évoqués sont assez bien décrits dans la littérature. Et donc moi, j'utilise des stimulations thermiques, du froid ou de la douleur, pour obtenir des potentiels évoqués. Donc les potentiels évoqués, c'est ce que vous pouvez observer tout au bout de la diapo. Bon, ça, c'est ce que j'obtiens après pas mal de nettoyage de l'EEG et sur certains endroits du cerveau d'intérêt. Voilà, merci à tous pour votre attention. Et si vous avez des questions, ce sera un plaisir d'essayer d'y répondre. Ok, merci beaucoup. Du coup, pareil, si vous avez des questions pour Julia et Louise, n'hésitez pas dans le chat à les poser. J'attends 2 petites minutes maintenant, si vous avez des questions ici. Ça. Julia, du coup, tu as précisé que tu avais fait un bac économique et social. Est-ce que tu as trouvé que c'était une transition qui était compliquée après parce qu'il y a un peu plus scientifique ou au contraire, ça a été plutôt simple et t'encourages à le faire? J'encourage à le faire parce que le bac, finalement, c'est quand même très loin de la fin de la licence. Et pendant toute la licence de psycho, on a la chance à Strasbourg quand même d'avoir des cours qui sont vachement orientés bio. Donc finalement, c'était une bonne préparation déjà pour le master de neuropsy. Et ensuite, pendant le master de neuropsy, on a encore des cours qui sont très bio et ça peut préparer, puisque j'en suis la preuve, à une thèse de neurosciences. Donc ouais, c'est pas le bac qui prédit l'avenir. Ok, si jamais je voulais... Tiens, oui, tu as dit que tu n'avais pas du tout aimé expérimenter sur des souris, et je sais que c'était quelque chose qui, pour les licences, un peu préoccupant. Comment tu as vécu ça et pourquoi tu as fait ces choix? Les souris, je suis confrontée depuis la licence en bio parce qu'on a fait pas mal de... Enfin, moi, j'ai fait une licence de bio très, très large où je faisais autant du cardio que de la pneumo que sur des animaux. Et pour le coup, j'ai assez vite été mal à l'aise avec les souris. J'étais vraiment... Je crache pas du tout sur les gens qui font de la recherche sur les souris. Je pense que c'est essentiel à la recherche. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui continuent à travailler sur les animaux. Mais moi, j'ai vite été mal à l'aise et j'arrivais pas en fait à travailler avec ça. Et je sais que c'est progressivement, parce que j'ai quand même fait en master une agrégation pour travailler avec les animaux. Donc j'ai continué à essayer parce que faut jamais rester sur sa première opinion. Mais c'est vrai que dès que j'ai pu switcher sur l'homme, j'ai pris j'ai fait le choix de le faire, mais je ne condamne absolument pas les gens qui travaillent chez la souris. Moi, j'ai horreur de l'uniformité, j'ai horreur du temps que ça demande, de devoir revenir le week-end. Ça ne m'intéressait pas du tout. Et j'avoue qu'en plus de ça, pour le côté, j'aime bien le côté brouillon et on ne sait jamais ce qu'on va avoir du travail chez l'homme. Justement, je pense que les gens qui travaillent chez la souris, ils aiment bien savoir tous un peu pareil. Et je sais que moi, j'aime bien... je ne sais jamais ce que je vais avoir quand je termine mon EG parce que personne ne réagit de la même manière. Et pareil pour mes jugements de froid et de chaud et d'intensité, je ne sais jamais vraiment ce qu'ils vont dire. Julia pourra témoigner, elle a le même problème. Et c'est autant un problème que quelque chose d'intéressant. Pour vos études, est-ce que c'est pas parfois compliqué d'avoir des sujets? Parce que quand tu travailles avec les souris, c'est assez facile d'avoir des bons scores. On peut avoir des résultats qui sont assez fiables. Et chez l'homme, comme vous dites, il y a plein de différences interindividuelles. Et est-ce qu'il ne faut pas, du coup, avoir une quantité de data encore plus grande? Est-ce que ça prend encore plus de temps? Est-ce que c'est faisable finalement dans le tour d'une thèse? Parce que des fois, c'est vraiment une chance.
bah, c'est un peu le problème qu'on a, mais il y a aussi un truc qu'on n'a pas dit, c'est que pour avoir des résultats viables chez l'homme, on a quand même besoin de moins de sujets. Enfin, c'est-à-dire qu'on remettra moins en question une étude où on a des bons résultats avec 20 sujets chez l'homme qu'une étude où il y a des bons résultats avec 20 sujets chez la souris. Et il y a même dans la littérature des fois des papiers avec seulement 4 sujets où les gens disent bah, c'est un super papier. Donc je pense qu'il y a aussi cette nuance-là qu'il faut noter. Mais c'est vrai que le recrutement, c'est pas la partie la plus fun, parce qu'on peut avoir des surprises, surtout chez les personnes âgées. Parce que des fois, bah, vous prenez des médicaments, non. Et vous avez du diabète, vous prenez quelque chose. Oui, voilà, c'est un peu... c'est pas toujours facile. Et puis, on est un peu à la limite entre demander trop de données médicales et pas assez, ou nous, ça pourrait nous fausser nos résultats. Mais c'est aussi une partie un peu fun. Après, c'est vrai ce que Louise dit, mais c'est vrai ce que tu disais aussi, parce que quand on a tout de suite un effet avec très peu de sujets, ben, c'est cool, on n'a pas besoin de beaucoup plus de données. Mais moi, par exemple, j'ai déjà commencé et j'ai un tout petit effet avec déjà une 40aine de sujets. Et pour avoir un effet qui statistiquement soit plus intéressant, il faudrait que j'ai au moins 200 sujets. Et c'est vrai que là, ben, ça devient compliqué parce que c'est est-ce qu'on continue sur ça et je fais que ça pendant 3 ans, au risque de peut-être pas avoir un truc super, en termes de statistiques qui soit pas très super intéressant, ou alors est-ce qu'on fait autre chose. Donc forcément, des fois, il y a vraiment des remises en question. J'ai aussi une question qui va rejoindre un peu celle de Quentin. Du coup, quand vous sélectionnez des sujets, ça se passe comment le recrutement? Qu'est-ce que vous avez comme critères? Et également, parce que là, on est quand même nombreux à travailler sur la souris. Chez nous, on a un certain nombre de trucs administratifs à faire, donc les saisines pour pouvoir expérimenter chez l'animal. Comment ça se passe chez l'humain? Bah, déjà, on a un CPP à faire. Je ne sais pas si vous avez ça quand vous travaillez chez l'animal. Ouais, ça va être l'équivalent d'une saisine. Ouais, voilà. Donc, c'est, en gros, on décrit le projet de recherche avec notamment les critères de recrutement, comment on va recruter. On doit décrire toutes les stimulations qu'on va faire, leur intensité, préciser avec des appuis bibliographiques que ça ne va jamais mettre en danger les personnes. On répète plusieurs fois pendant les expérimentations, puis les gens peuvent arrêter quand ils veulent. Les gens peuvent nous dire non aussi, il n'y a pas de souci. Et on recrute du coup par téléphone. Ouais, en fait, on a une base de données et avec les contacts et on les appelle comme ça. Ou maintenant, Internet. Ça représente combien de temps de thèse de recrutement? Alors, ça dépend. Si c'est des jeunes, ça va relativement ouais, vite. Les personnes jeunes, âgées, c'est bien plus long, surtout avec le contexte actuel, parce qu'on est quand même obligé de s'assurer. Enfin, maintenant que les gens se font vacciner, ça va quand même beaucoup mieux. Mais avant, il fallait demander s'ils avaient des facteurs de risque. Donc là, c'était quand même bien plus compliqué parce que dès qu'il y avait du diabète, c'était non. Des personnes âgées qui ont du diabète, il y en a quand même beaucoup. Des problèmes d'hypertension, des problèmes... du coup, ouais, c'est vrai que là, le début était un peu je pense que c'est compliqué. C'est un jour toutes les 2 semaines qui est exclusivement dédié au recrutement. Ouais. En général, vous avez quand même beaucoup de gens qui répondent. Chez les jeunes, oui, c'est très facile. Les personnes âgées, ils répondent aussi. Ils répondent, mais ils parlent plus. Voilà. C'est pour un petit peu suivre dans le sujet qu'on a un peu depuis le début. Qu'est-ce que vous pensez de la thèse? Comment est-ce que vous vivez ce type d'études? Est-ce que vous voyez après la thèse? Alors, ça fait pas très longtemps qu'on a commencé, mais c'est ce que je disais avant, j'ai commencé une manip qui donne pas grand-chose, et c'est vrai que pour le coup, c'était un petit peu la panique, me dire que le temps passe vite, j'ai que 3 ans pour faire un truc qui, ça se trouve, donnera rien, j'ai pas envie de soutenir quelque chose en lequel je crois pas. Donc, pour le coup, ça, c'est vrai que c'est un peu stressant, le temps, je trouve. Mais après, sinon, comme ce qui a déjà été dit, le fait d'être vachement libre, ça, c'est quand même super chouette. Et ouais, c'est vraiment construire. Enfin, on fait vraiment ce qu'on veut, on cherche ce qu'on aime étudier, ça, c'est chouette. Moi, c'est un peu, toujours un peu du hasard qui m'a fait arriver là où je suis. j'ai pas trop, je travaillais, mais c'était pas, je me suis pas dit en arrivant en licence, je ferai une thèse, c'est sûr. C'était un peu ça. Et je suis un peu comme ça aussi pour ma thèse. Je travaille, ça marche bien, je suis contente, ça marche pas, c'est pas grave. Et c'est un peu comme ça que j'envisage l'avenir aussi. Si j'arrive à faire un postdoc qui me plaît et tout ça,
bah go, si j'en ai pas, tant pis, c'est pas grave, je ferai autre chose. Pour le coup, je suis pas très fermée à... J'adore la recherche, mais si je devais plus en faire, bah tant pis, c'est pas très grave non plus. Et bah, je trouve que c'est quand même un métier qui est pas vie privée friendly. Un peu plus maintenant, mais moins avant. Et ça, c'est quelque chose qui rentre en compte pour moi. Donc, je pense pas, je peux pas dire à 100% que je continuerai après ma thèse. Par contre, la thèse, super, je ne regretterai jamais d'en avoir fait une. C'est vrai que moi, pour le coup, je préférais davantage continuer la recherche. C'est parce que tu as vu ce que c'était que travailler. Ouais, parce qu'en fait, ouais, vu que j'ai mon master de neuropsy, je sais que je veux pas de neuropsy, donc go faire la recherche. Il y a d'autres questions pour ça? Sinon, moi, j'en ai une. Juste pour revenir, du coup, au projet de thèse, donc vous travaillez chez l'humain, et sur la douleur, on sait qu'en plus, chez l'humain, ça peut être modulé par énormément de facteurs, par le stress, par l'anxiété. On sait que, justement, rien que le fait de ça peut affecter déjà son état émotionnel et du coup modifier sa réponse à la douleur. Est-ce que c'est ce que vous disiez d'ailleurs en disant que chaque réponse va être différente pour chaque patient? Comment vous essayez justement de normaliser ça? Ben, on ne normalise pas vraiment. Ouais, on normalise pas beaucoup et puis on leur parle beaucoup, on leur explique toujours ce qu'on fait, on essaie de les mettre en confiance, de leur demander on leur demande de nous poser des questions s'ils comprennent pas, on leur dit toujours qu'on leur expliquera à la fin et on essaie justement, comme ils vont être tous stressés de toute façon, on aura tous un peu le côté stress, donc ça normalise entre guillemets. Puis il y a ceux qui viennent depuis longtemps, on essaie aussi de trouver des gens qui soit nous connaissent, soit connaissent des gens qui nous connaissent, comme ça les rend plus zen. Puis moi, je travaille pas sur la douleur à proprement parler en ce moment, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est vrai que moi, par exemple, je pouvais faire passer des questionnaires d'anxiété que j'essaie de corréler à mes autres données, et finalement, j'ai jamais vu de corrélation, donc ceux qui étaient plus anxieux n'avaient pas forcément plus mal. Mais bon, après, comme dit, c'est qu'une petite partie de l'expérience. Ok, super. S'il n'y a pas d'autres questions. Une dernière technique, c'est des techniques avec l'EEG, comme enregistrer ton cerveau. En profondeur, vous pouvez jusqu'à jusqu'où? Est-ce qu'on peut enregistrer la vénile à l'intérieur? La question, juste pour que je la répète, c'est une question de Victor, donc, qui a présenté juste avant, qui demande quelle est à peu près la profondeur de stimulation, ou pas de stimulation, justement l'inverse, d'enregistrement d'un électroencéphalogramme par rapport à la taille du cerveau. Est-ce que, par exemple, on pourrait enregistrer la vénula qui est quand même située en plein milieu du cerveau en soi? Ça va pas très loin. On reste quand même sur la surface et on récupère. C'est parce que là, nous, on fait vraiment du potentiel évoqué, mais je sais qu'avec le EEG, il y a aussi pas mal qui ont essayé ou qui font de la localisation de sourds, donc c'est avec des modèles de tête, etc. Et ça, bah, il faut augmenter le nombre d'électrodes. Nous, on travaille avec 32, donc on reste vraiment sur un truc qui est assez bien caractérisé, etc. Mais je sais que dès que ça va un peu trop profond, on n'a plus rien, quoi. On reste vraiment sur la surface et on récupère le signal qui arrive tout en haut. C'est genre des millimètres essentiellement. Ouais, c'est ça. Ok. C'est bon pour tout le monde? Nickel. En tout cas, merci. Bah, merci. On va passer à la suite.